Bonjour à tous, bienvenue en direct et en retard depuis le siège de la Française, boulevard Raspail à Paris. Deux mots tout de suite, toutes nos excuses pour ce retard puisque on commence avec 20 minutes de retard cette réunion pour de sombres raisons techniques puisque le faisceau son ne fonctionnait pas et donc un problème informatique. Le faisceau son normalement fonctionne et donc vous êtes avec nous. Il ne vous aura pas échappé que la France traverse actuellement une crise sanitaire sans pareille. Naturellement, vous vous interrogez pour savoir les conséquences de cette crise sur vos placements. Vous auriez pu en parler lors des assemblées générales de vos SCPI. Malheureusement, ces assemblées générales n'ont pu se tenir en présentiel. Elles se sont tenues à huis clos. Et donc voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui. La réunion aurait dû avoir lieu en présentiel, mais là encore, à cause du contexte sanitaire, nous sommes uniquement en digital. Mais rassurez-vous, ce n'est pas parce que nous sommes en digital que cette réunion ne sera pas interactive. Vous avez une petite zone sur le côté de votre écran qui vous permet de poser des questions. Et je peux vous dire, en regardant la tablette qui est à côté de moi, que certains d'entre vous ont déjà bien compris comment ça marchait. Alors, on est ensemble pendant, on va dire, 1 heure. L'idée, c'est effectivement d'essayer de profiter de nos invités pour se poser toutes les questions qui sont les vôtres. Des questions à court terme sur les loyers, sur les valeurs de part, des questions à plus long terme pour savoir comment va évoluer l'immobilier d'entreprise, avec tout ce que l'on entend sur le télétravail notamment. Et puis on consacrera en fin d'émission un dossier spécifique à un sujet qui vous intéresse au plus haut point. Pourquoi ? Parce que j'imagine que vous lisez attentivement les lettres trimestrielles qui vous sont adressées. Et dans la dernière lettre, il est question d'un projet de fusion entre vos différentes SCPI. Et naturellement, nous traiterons ce sujet pour vous donner encore plus d'informations. Voilà, la règle du jeu est fixée, le thème des débats est clair. Je vais maintenant vous présenter nos invités, ceux qui sont là pour répondre à nos questions, les miennes et les vôtres. On commence tout de suite avec le président du directoire de la Française REM, Marc Bertrand. Marc, bonjour. Bonjour. Avec nous également Marc-Olivier Penat, directeur général de la Française REM. Marc-Olivier, bonjour. Bonjour. Et également Thierry Molleton, qui est directeur des actifs immobiliers d'entreprise de la Française REM. Bonjour. Bonjour Thierry. Allez, alors, vous êtes associé de SCPI, vous êtes associé de 4 SCPI, épargne foncière, historique épargne foncière, multi-immobilier 2, Eurofoncière 2 et Pierre Privilège. Alors, on va naturellement parler de ces SCPI. Avant, je voudrais qu'on commence, Marc. On va tout de suite rentrer dans la crise et les conséquences de la crise à très court terme. Première question que j'ai envie de vous poser. Je vais vous donner une échelle de risque de 0 à 10, votre niveau d'inquiétude. Donc 0, vous n'étiez pas inquiet, 10, vous étiez inquiet. Quel était votre niveau d'inquiétude pour l'immobilier d'entreprise au tout début de la crise? C'est-à-dire, je vais fixer la date au 17 mars, c'est-à-dire au début du confinement. Donc au début du confinement, j'ai l'information qu'il y a quand même quelque chose de très anormal qui se passe. Mais on a aujourd'hui, enfin à ce moment-là, on a aussi la conviction forte, on voit un marché qui fonctionne bien, que ce soit en locatif, que ce soit en investissement, que ce soit dans le marché des parts. Donc on aborde une difficulté inconnue, mais avec un socle solide. Et je dirais que donc sur l'échelle, on est sur une échelle d'inquiétude de 5, principalement par la peur de l'inconnu. Ok, donc ça, vous me dites inquiétude 5 sur 10 lorsque l'on est à mi-mars. Nous sommes aujourd'hui quasiment fin septembre. Quel est votre niveau d'inquiétude ? En fait, sur les effets de la crise à court terme, c'est clair qu'aujourd'hui, on a une visibilité qui s'est améliorée. Donc, on est en train de prendre nos dispositions. Donc, le niveau, on va dire, d'inquiétude, pour moi, il a baissé. Je le situerai entre 2, 3, parce qu'on voit des choses qui ne sont pas forcément drôles en matière économique. Il y a de la récession qu'il va falloir gérer. Mais on a plus de visibilité et on a des fondamentaux qui sont toujours solides. Marc-Olivier, je me tourne vers vous, déjà pour comprendre la logique de la Française dans la construction de ces produits et de ces SCPI. C'est quoi la logique de la maison? Des SCPI spécialisés, des SCPI diversifiés? Alors sur les 4 SCPI qu'on vient de citer, c'est effectivement des SCPI historiques qui sont diversifiés, sectoriellement notamment, puisqu'on a
un petit 80% de bureaux. On a sur ces 4 SCPI 15% à peu près de commerce et des résidences gérées principalement. Voilà, après, ils ont des marqueurs un petit peu particuliers pour l'épargne foncière. On parle souvent de son patrimoine parisien intramuros principalement. D'accord. Effet de l'histoire sur cette SCPI qui est effectivement une historique. Donc, Marc-Olivier vient de nous parler de la logique d'investissement de ces SCPI qui sont toutes diversifiées. La logique financière des SCPI maison, Marc, c'est quoi? Pour la plupart des souscripteurs qui ont investi, c'est la recherche de rendement qui guide l'investissement. Voilà, donc un produit SCPI, c'est un produit simple qui recherche l'optimisation, la maximisation du niveau de revenu sous contrainte de la conservation de la valeur du capital. C'est à peu près ça que nous avons en tête pour gérer l'ensemble des SCPI. Ok, ça veut dire c'est un objectif, il n'y a pas de garantie. Bien entendu, il n'y a pas de garantie ni sur le revenu ni sur la valeur du capital, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la stratégie de gestion. On optimise et on maximise le niveau de revenu avec en point de mire de conserver la valeur du capital ou de la faire progresser. Parfait. Allez, crise du Covid. On a vu les premières questions qui arrivent, inquiétude naturelle de la part des associés. Donc je voudrais qu'on essaie ensemble de, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais un peu de rentrer, puisqu'on est ici au siège, de rentrer un peu dans l'organisation, de la gestion, de savoir comment ça se passe, pour comprendre l'argent qu'on reçoit. Donc, déjà, première question pour vous, Thierry Molleton, parce que c'est votre job au quotidien. Moi, je suis locataire d'un appartement, donc je paie mon loyer tous les mois. En pratique, quand on vous confie de l'argent, vous achetez des immeubles et ensuite vous les louez. Comment vous, selon quel principe, vous collectez le loyer auprès des entreprises qui sont clientes de ces immeubles? Alors les entreprises qui sont clientes de ces immeubles, comme vous, particuliers, elles ont un bail. Au titre de ce bail, elles ont l'obligation notamment de payer le loyer. Et donc, on a des gestionnaires d'immeubles qui envoient une quittance de loyer 45 jours avant la fin du trimestre. Et dès le premier jour du trimestre, le loyer doit être payé par le locataire. Ok. Donc, paiement trimestriel. Paiement trimestriel, élément important. Donc, allez, on va creuser par rapport à ça. On va revenir, on est au mois de septembre. Allez, on va repasser un peu en arrière. On va quasiment revenir 10 mois en arrière. On est donc décembre, cadeau de Noël. Vous envoyez un petit courrier aux locataires en leur disant, ben voilà, je vous présente désormais le loyer pour le premier trimestre 2020. C'est ça? Exactement ça. Ils ont reçu courant décembre l'avis d'échéance pour le premier trimestre 2020 et qui devait être payé dans les 10 premiers jours du mois de janvier 2020. Voilà, donc 10 premiers jours du mois de janvier 2020, on sort des étrennes, on n'a pas encore tout à fait conscience qu'il y a le Covid qui existe, et donc, pas de problème sur le premier trimestre? Premier trimestre, l'encaissement des loyers s'est fait sur un rythme classique. On a terminé le trimestre, comme d'habitude, avec un taux d'encaissement autour de 95%, conforme aux autres trimestres. Parfait. Je viens vers vous, Marc-Olivier. La logique de la SCPI, c'est la société de gestion gère les immeubles, collecte les loyers et elle reverse des revenus aux associés sous forme d'acompte dans un premier temps et sous forme de solde quand on a le résultat final. L'acompte qui correspond au loyer du premier trimestre, vous le payez quand? Alors on le paye fin avril, donc au premier trimestre, on vient de le dire, a été encaissé tout à fait normalement. La particularité, c'est qu'au mois d'avril, on est déjà en confinement, et donc on a deux options, je dirais. La première, c'est de conserver un peu de ses loyers en se disant que la chose ne va pas être facile au deuxième trimestre, ou de payer normalement et de façon complète le premier trimestre. On choisit de payer la totalité du premier trimestre parce qu'on l'avait encaissé en totalité. Et puis aussi pour servir à tous les investisseurs, le rendement attendu pendant la période de confinement, c'était important. Ok. Donc grosso modo, vous dites, on a perçu les loyers, on sait qu'on va avoir des problèmes qui vont venir, mais malgré tout, on prend la décision de payer l'intégralité des choses. Je reviens vers vous. On était au mois de décembre. On est donc maintenant 3 mois plus tard, on est donc fin mars. Donc au mois de mars, vous envoyez les petits courriers pour dire qu'il faut payer les loyers. Sauf que fin mars, on est en plein confinement. Alors, question toute bête, que font les locataires quand ils reçoivent votre courrier?
Alors effectivement, ils ont reçu l'avis d'échéance et l'exigibilité du deuxième trimestre est arrivée début avril, postérieurement notamment à toutes les annonces gouvernementales où, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit le prix, donc avec les demandes, la possibilité de reporter un certain nombre d'échéances. Donc un certain nombre de locataires se sont tournés vers nous et nous ont demandé des reports d'échéances. Ce qu'on a rapidement, auquel on a répondu, c'est qu'on s'est organisé pour suivre ce flux de demandes. Et on a, dans un premier temps, dit aux locataires qu'on pouvait suspendre l'exigibilité du loyer et qu'on devait trouver un accord avant le 30 juin. On leur donnait toute la période avril-mai pour réfléchir tous ensemble à une solution. Alors, est-ce qu'il y a des locataires qui n'ont pas posé problème? Est-ce qu'il y a des locataires qui ont dit, bah oui, j'ai un contrat, j'ai de l'argent, donc je paye? J'ai envie de dire Dieu merci, oui. Il y a une majorité qui ont payé normalement. Les grands comptes ont payé normalement. Ceux qui n'ont pas payé normalement, on leur a rapidement rappelé qu'il fallait payer normalement. Il n'y avait pas de débat sur les grandes entreprises où l'effort en termes de trésorerie et d'exigibilité devait concerner les PME et les TPE. Marc-Olivier, je viens vers vous. J'ai vu qu'à cette époque-là, il y avait eu des annonces gouvernementales, notamment par rapport au commerce, en disant que les petits commerçants qui avaient une fermeture administrative, il fallait leur faire des faveurs. Comment vous maîtrisiez parfaitement la cartographie où vous avez travaillé au cas par cas pour regarder quel était le profil de l'entreprise? Comment ça s'est passé? Alors effectivement, on maîtrise bien sûr la cartographie de nos locataires, mais on a approfondi certains points, notamment qualifier tous nos locataires en les segmentant en grandes entreprises, PME, TPE, parce qu'il y avait des mesures particulières. Et c'est vrai que c'est une information qui n'est pas comprise dans le code ciré du locataire. Donc il a fallu les qualifier et il a fallu regarder aussi de très près leur secteur d'activité, notamment sur le commerce. Et sur le commerce, par rapport aux 15% de commerce que je citais, on a eu effectivement le fait d'avoir 50% du commerce qui était effectivement du commerce de distribution alimentaire et donc qui n'était pas touché par les fermetures administratives. Et donc, c'est des informations qu'on a données de façon qualifiée à nos asset managers pour nourrir les discussions avec chaque locataire, en fait. Marc, est-ce qu'il y a eu des locataires qui ont profité de la situation pour dire oh bah, finalement, c'est la crise, alors l'immobilier, ça me coûte un peu d'argent, je vais en profiter pour ne pas payer? La réponse, oui, la réponse est oui. Il y en a qui ont cherché à en profiter. Pas forcément très glorieux à leur honneur, mais enfin bon. D'ailleurs, il y a eu plusieurs phénomènes là-dessus. Il y a eu de la désorganisation dans les entreprises, c'est-à-dire que est-ce que certains ont choisi de ne pas payer ou choisi de ne pas savoir où était passée la facture parce qu'ils n'étaient pas organisés. Enfin, on a eu un mélange de tout. Après, il y a un certain nombre d'avocats qui ont développé des arguments autour de la force majeure, de la prévision et autres arguments. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Parce que, pardon, mais derrière tout ça, c'est quand même mon argent d'associé et mes revenus qui sont en jeu. Bon, il y a à peu près une relation assez simple en disant moins le secteur était touché, plus l'entreprise était grande, plus on a été ferme, et le mot est faible, pour le recouvrement. C'est-à-dire que justement, comme on a cherché à être proche des locataires, notamment ceux qui étaient les plus impactés et les plus fragiles, pour pouvoir les conserver, à contrario, ceux qui n'en avaient vraiment pas besoin et qui se fichaient du monde, pour parler un peu plus crûment, on a été plus agressif, nettement plus agressif. Marc-Olivier nous disait tout à l'heure, on est sur des SCPI là qui sont diversifiés en termes d'activité, avec un peu moins de 80% de bureaux et aux alentours de 15% de commerce. Lorsque je regarde la répartition géographique, je vois qu'elles ont toutes des investissements à l'international. C'est quoi, c'est une dizaine de 15%? Une dizaine de pourcents pour épargne foncière, Pierre Privilège et Multimobilier 2, c'est un peu plus pour Eurofoncière 2. Ok, double à peu près. Alors très bien, d'où ma question, du coup elle sera pour vous Marc Bertrand. Est-ce que les locataires ont plus payé leur loyer en Allemagne qu'en France? La réponse est également positive, c'est-à-dire que le taux d'encaissement en Allemagne a été en Allemagne et même aux Pays-Bas a été significativement plus élevé à la même période qu'en France. Là, je mettrais ça en relation avec les annonces gouvernementales, ou plus précisément présidentielles, qui, dès le début de la crise, le président Macron a annoncé qu'il mobilisait toutes les ressources de l'État
tout le système bancaire pour faire face à la crise, et de façon tout à fait originale par rapport à ce qui s'est passé ailleurs en Europe, il a annoncé que les bailleurs seraient sollicités pour la notion de suspension des loyers. Alors suspension des loyers, le terme est tout à fait ambigu, il a d'ailleurs été la suspension est-elle un report ou une suspension de l'obligation de payer ou une suspension du contrat tout court, ce qui nous a pas mal agité dans un premier temps. Ce qu'a indiqué Thierry tout à l'heure, en fait, le débat, on a cherché à sortir de ce débat à niveau élevé pour le ramener au niveau du terrain et dans une discussion bilatérale avec chacun des locataires pour analyser les situations. Les locataires sont des clients, on a discuté avec nos clients, avec vos clients, ceux des associés, parce que c'est eux qui payent le loyer et le revenu au final. Et c'est à cet endroit-là qu'on a trouvé des solutions, heureusement. Ok, et dans la logique de défense des associés, la philosophie de la discussion avec les clients locataires, ça a été quoi? Mais encore une fois, celui qui paye le loyer, au final, c'est bien le locataire, et donc le revenu, il tient là-dessus. Dans la période qu'on va aborder de difficultés économiques, on a un intérêt à fidéliser le locataire et à traiter cette relation de façon commerciale. Donc, on va chercher l'équilibre dans la discussion, de donner un report, voire parfois, soit pour des très petites entreprises, soit pour des secteurs qui ont été particulièrement touchés. On a consenti un effort sur le loyer en abandonnant, j'aime pas le terme, mais en consentant une réduction de loyer. Et on a quasiment systématiquement mis en face de cette réduction de loyer un allongement de la durée du bail. En disant, voilà, on consent un effort, 1 mois de loyer par exemple de franchise de loyer, derrière on allonge d'1 an le bail. C'est à peu près l'équilibre qu'on a retrouvé. Fidéliser, un geste commercial en contrepartie d'un engagement supplémentaire de durée. Alors Thierry, vous me dites si j'ai bien compris, les différents cas qu'on a, on a ceux qui étaient capables de payer, ceux qui étaient capables de payer, qui ont râlé, mais à qui on a dit vous êtes cool, mais vous allez payer quand même. Ok, donc ça c'est un sujet qui est traité. On a des commerces qui étaient en difficulté. Donc, on en a beaucoup parlé. Marc-Olivier nous a dit, mais dans les commerces, il y en avait la moitié, c'était de l'alimentaire, donc ils avaient vocation à payer. Et il y en avait l'autre moitié, c'était des gens qui étaient concernés par des fermetures administratives. Donc, eux, ils ont bénéficié des faveurs. Juste la faveur, l'exonération de loyer, c'était pour combien de temps qu'on leur faisait un cadeau? Alors, il y a eu plusieurs cas. Pour tout ce qui était TPE, conformément à la demande du gouvernement et des organisations professionnelles, tout ce qui était TPE, donc les entreprises de moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, quand l'activité était suspendue, était fermée, là, on a annulé le loyer du deuxième trimestre. D'accord. Donc là, deuxième trimestre. Que le loyer. Que le loyer. Et que le deuxième trimestre. Et que le deuxième trimestre. Ok. Après, il y a tous les autres, et grâce à la classification et à la cartographie de nos locataires, on a pu identifier, en fonction des secteurs d'activité et la taille de l'entreprise, faire des aménagements, comme Marc vient de l'expliquer, donc sous forme de franchise, contre à chaque fois la durée du bail en plus, ou le degré le moins indolore, j'ai envie de dire, ça a été juste des reports, donc décaler le paiement du deuxième trimestre sur le troisième trimestre ou le quatrième trimestre. La feuille de route qu'on s'était fixée, c'était de trouver un accord et d'avoir encaissé les loyers du deuxième trimestre avant le 31 décembre. Ok, donc ça j'entends ce que vous me dites. Maintenant je vais vous poser une question. Vous m'avez donné tout à l'heure un chiffre. Quel a été le taux de recouvrement des loyers, ou le taux de recouvrement moyen des loyers sur le deuxième trimestre? On a terminé le deuxième trimestre autour de 80%, d'encaissement des loyers du deuxième trimestre. Ok, donc 15 points de moins que le trimestre précédent. Marc-Olivier, je fais comme tout à l'heure, je reviens vers vous. Il y a de l'argent qui rentre dans les caisses, les loyers qui ont vocation à être reversés aux associés. 85% de loyers perçus. Déjà, est-ce que ça veut dire qu'on peut distribuer 80% de la compte traditionnelle, ou est-ce qu'il faut prendre en compte d'autres éléments? Alors, pas tout à fait, parce que la SCPI continue à vivre sa vie immobilière, et il y a des travaux qui ne sont pas proportionnels au loyer. Et donc, schématiquement, on a effectivement un peu moins à distribuer, plutôt 70% que 80%. Voilà. Alors en pratique, vous vous trouvez donc à réfléchir. Le premier raconte dont on a parlé, il était au mois d'avril. Donc là, on se retrouve au mois de juillet. Mois de juillet, il y a moins d'argent qui est rentré. Qu'est-ce qu'on fait? On a gardé le même axe qui était de
d'être dans nos distributions, d'être transparent avec la situation économique de la SCPI. Et donc on a réduit la distribution du deuxième trimestre à concurrence d'1 mois. Donc on a distribué 2 mois sur 3 au titre du deuxième trimestre pour tenir compte de cette moindre encaissement des loyers. Ok, alors là j'ai des questions pour vous. J'ai investi dans une autre SCPI, donc l'associé ne nous dit pas laquelle, qui m'a versé fin juillet le même rendement qu'en temps normal. Avec la vôtre, donc le rendement de fin juillet a été amputé d'1 tiers. Voilà, donc c'est ce que vous venez de nous dire, il confirme. Pourquoi une différence entre deux SCPI? Alors on a eu sur notre gamme 2 SCPI qui étaient en mesure de maintenir leur distribution. Je peux les citer rapidement. On en a une qui était à 80% ou 90% Allemagne. Et donc, comme on l'a dit, les paiements des loyers étaient bien meilleurs ex-France. Donc celle-là, elle a pu maintenir sa distribution. Et la seconde, elle avait fait beaucoup de plus-value. Et c'est ce qu'on a utilisé pour maintenir la distribution. Voilà. Ok. J'avais une question aussi que je vais reprendre. Est-ce que s'il y a des reports, on reverra l'argent? Alors c'est tout le but et le travail des équipes actuellement, c'est tout ce qui a été étalé, d'en récupérer au moins une bonne partie, c'est-à-dire tout ce qui est étalement des paiements, de récupérer un bout du deuxième trimestre sur le troisième et le quatrième trimestre. Il y aura quelques annulations qu'on ne reverra pas, mais il y a aussi une partie qui a été reportée et celle-ci, il faudra effectivement aller la chercher. Marc, il y a quand même une question. C'est marrant parce que pour l'instant, je ne la vois pas dans les questions des associés. Mais connaissant les épargnants, on peut se dire, mais les SCPI, ça fait des réserves. Ça a du report à nouveau. Pourquoi, dans la situation présente où on a un coup dur, moi, ma SCPI, elle complète ma retraite. Éventuellement, je l'ai financée avec un crédit immobilier que je dois rembourser. Donc, ça peut me gêner de perdre un peu d'argent. Pourquoi on n'a pas utilisé le report à nouveau? Alors, il y a Déjà, est-ce que vous en avez? Oh oui, dans la plupart des cas, et même dans toutes les CPI dont on parle, on avait de quoi, effectivement, combler le mois dont on parle d'écart de revenus, on avait de quoi le combler avec les réserves. Mais il y avait, vous imaginez que ce sont des débats qui nous ont pas mal occupés. En fait, il y avait deux objectifs à ne pas le faire. Le premier étant entre guillemets, quelque part pédagogique, c'est-à-dire de ne pas entretenir un mythe de déconnexion de ce qui se passe en immobilier, dans le patrimoine, alors qu'il y a eu des gros impacts dans l'économie. Donc, on a souhaité dire que ça n'a pas été anodin et ne pas gommer par un effet juste de distribution de réserves l'impact. Donc là, c'est un côté explicatif, pédagogique. Le deuxième point qui est plus long terme, c'est de se dire que le Covid est en train de créer une récession économique, alors qui est d'ampleur très très forte, même si on pense avoir un rebond au cours de l'exercice prochain, des difficultés économiques fortes. Donc nous allons rentrer de façon claire dans un cycle locatif qui va mettre les revenus locatifs sous pression, c'est-à-dire un cycle de baisse de la demande locative qui va mettre les loyers sous pression. Donc la question que nous avons devant nous, c'est devons-nous utiliser une partie significative des réserves pour combler un trou d'air, ou j'ai utilisé parfois l'expression nid pool de la performance, ou devons-nous utiliser les réserves sur une perspective plus longue pour atténuer le cycle locatif qui est devant nous? C'est plutôt notre philosophie. Maintenant, ça n'exclut pas que selon les cas particuliers de chacune des SCPI, et en fonction des encaissements, comme l'a signalé Marc-Olivier, qu'on aura d'ici la fin d'année, on puisse revenir à meilleure fortune sur la fin d'année et redistribuer une partie. C'est quelque chose qu'on n'exclut pas. Ok, alors Marc-Olivier, j'ai une question, je vais vous la poser à vous. Donc le report à nouveau, les associés n'y avaient pas pensé, ça venait de moi. Mais en revanche, les associés ils disent on a nos revenus qui baissent. Donc il y en a un qui nous dit à quelle date comptez-vous réduire vos frais de fonctionnement à concurrence de la baisse de nos loyers? Les frais de fonctionnement sont une quote-part des loyers, donc ils sont alignés en permanence. Il y a moins de loyers, il y a moins de frais de gestion. Des loyers encaissés. Encaissés, oui. En plus, on est sur C'est-à-dire que si on émet le loyer et que si on quittance le loyer et que ne l'encaisse pas, la société de gestion n'encaisse pas de commission de gestion. Et du coup, ça m'amène à une question. Les loyers pour le porteur de départ de SCPI,
ils sont fiscalisés. Non pas là, on parlait de frais de gestion, mais là, moi, je vous parle de fiscalité. Ils sont fiscalisés sur quelle base? Sur ce qui est payé ou sur ce qui est appelé ou contractuel? Alors, c'est sur ce qui est encaissé là aussi. Et donc il y a un alignement entre l'encaissement et la fiscalité pour le porteur de part. Ok, donc je ne vais pas me retrouver à payer des impôts, par exemple, sur des loyers qui ont été non perçus auprès de commerçants. Parfait. On vient de boucler T2, deuxième trimestre. Maintenant, on attaque troisième trimestre. Et je reviens vers vous, Thierry. Je ne vais pas vous demander de me refaire toute l'histoire de quand est-ce qu'on a envoyé les papiers, etc. Juste une première question. 80%, vous m'avez dit en moyenne, pour le taux de recouvrement sur le deuxième trimestre. Où est-ce qu'on en est sur le troisième? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est à mi-chemin entre le premier trimestre, qui était un taux normal, et le taux du deuxième trimestre. Donc on se situe au-dessus de 85%, on est entre 85 et 90%. La moitié du chemin a été fait. Est-ce que, Marc commençait à parler tout à l'heure un peu de crise économique, on voyait bien qu'au début, il y avait des problèmes de liquidité, il fallait que les boîtes tiennent. Maintenant, on commence à rentrer plus dans des sujets économiques. Est-ce que vous avez aujourd'hui, à date, sur ces SCPI, des locataires qui ne peuvent plus payer leur loyer, tout simplement parce qu'ils ont fait faillite? À ce jour, il n'y a pas d'accélération de ce phénomène de mise en redressement judiciaire ou de déclaration de faillite. On n'en voit pas plus que d'habitude. Alors, je pense, Marc en a parlé de la récession, elle est devant nous, on n'y est pas encore. Là, vraiment, à date, non. Mais on s'attend quand même à ce que ça arrive. J'ai bien entendu ce que m'a dit Thierry tout à l'heure. Tout à l'heure, il m'a dit on s'est donné comme règle de regarder avec les locataires pour trouver des solutions avant fin juin. S'il n'y a pas de solution, Marc-Olivier, la solution c'est quoi? C'est on va au tribunal? Alors là, on est encore en phase amiable de façon large. S'il faut aller au contentieux sur certains dossiers, effectivement, on le fera, puisqu'on a mandat pour recouvrer les loyers avant tout. Ok, l'objectif, ça reste quand même d'essayer si je comprends, garder des bonnes relations avec les locataires, mais malgré tout défendre l'intérêt des associés si vraiment on a des gens en face qui ne veulent pas discuter. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Parfait. Allez, donc là, c'était un peu le court terme sur la partie loyer, parce que je pense qu'on parlera, il faut qu'on parle de revalorisation de parts, mais je voudrais qu'on essaie un peu de regarder l'environnement. Marc, vous avez commencé à nous dire que les choses allaient bouger. Quel était l'état du marché immobilier au début de la crise? Et quand je dis le marché immobilier, je voudrais qu'on regarde un peu l'ensemble des éléments, c'est-à-dire le marché physique, le marché de l'investissement, le marché de la collecte, et puis le marché de la location. Alors voilà, justement, il faut y aller dans l'ordre. Donc, pour ce qui est du marché locatif, donc quand on parle du marché locatif, c'est l'offre et la demande en matière de location, et derrière, ça va avoir un impact assez direct sur le niveau de revenus. Donc, le marché locatif était, à des taux de vacances historiquement bas, donc la demande était forte, l'offre était faible, donc après on pourrait commenter sur plein d'aspects différents, mais le marché était sain et porteur. Donc on a entamé cette crise avec des fondamentaux du marché qui sont sains. Donc, ok, on va avoir des difficultés économiques, mais on a un état de base qui n'est pas dégradé, donc on devrait pouvoir amortir le choc. Un point quand même à signaler, c'est qu'un certain nombre d'indexations de loyers sont basées sur des indicateurs économiques tels que la croissance économique, et on va passer par un cycle, on va avoir une répercussion par un cycle d'indexation négative de probablement quelques pourcents sur l'exercice 2021. Voilà, donc ça c'est le marché locatif pour les revenus. Le deuxième point, c'est le marché de l'investissement, et qui est piloté en amont quelque part par la collecte d'épargne et l'investissement en immobilier en général. L'investissement en immobilier et en SCPI en particulier a été très fort au cours de l'exercice 2019, mais également au cours du premier trimestre 2020. Il y a un fort appétit d'investissement immobilier sur le marché, et il n'est pas que le pur produit de la conjoncture, mais il est l'effet, on pourra encore une fois en parler pendant des heures, mais il est aussi l'effet de l'impact des taux de rendement sur les contrats en euros, sur les contrats d'épargne qui sont proches de zéro aujourd'hui. Donc l'immobilier procure un rendement, et c'est une des seules classes d'actifs qui le fait. L'environnement du Covid a plutôt accentué cet état de fait que l'a atténué. La demande immobilière est forte.
ce qui fait que le marché de l'investissement immobilier reste actif, y compris en période de réveil post-Covid. Bien entendu, quand on ne pouvait pas visiter les immeubles, on ne les achetait pas, mais ça s'est réveillé très vite et la demande du marché est forte, spécialement tractée par les véhicules et les investisseurs français, l'épargne des Français, les assureurs français. On note simplement qu'il y a moins d'étrangers, tout bêtement parce qu'ils ne peuvent pas venir en France visiter les immeubles. Ok, on parle de collecte. Donc parce que vous nous avez dit que la collecte était dynamique sur les SCPI au premier trimestre. Si on regarde les chiffres du premier semestre, donc, qui inclut le avant-confinement et le après-confinement, ça donne quoi globalement au niveau de la place ? Ben, ça donne, alors c'est un recul par rapport à l'exercice 2019, mais on est parti d'un niveau très très élevé, c'est-à-dire historiquement élevé au premier trimestre. On a beaucoup diminué au second, mais pas tari, c'est-à-dire que ça c'est pas, il y a eu quand même des flux, et globalement ça fait, si on le remet dans une perspective historique, ça fait un niveau de collecte sur le premier semestre qui se situe presque, enfin allez 20% en dessous des plus hauts historiques. Un point très important sur ce marché-là, c'est que la collecte a varié, mais il n'y a pas eu de mouvement de mise en vente de parts. C'est-à-dire que les porteurs ont, pendant toute cette période, y compris malgré l'inquiétude qu'il y a pu y avoir, ont conservé leurs parts, n'ont pas bougé. Ok, donc ça c'est le mouvement général de marché. Marc-Olivier, si on regarde la situation spécifique au niveau de la française, qu'est-ce que l'on a pu constater ? Alors, on a constaté effectivement un premier trimestre très fort sur l'ensemble des SCPI et un deuxième trimestre, alors avec un peu moins de collecte sur les fonds un peu plus petits, mais par contre, épargne foncière, par exemple, qui est reconnue par le marché, a continué à collecter de façon significative, y compris au deuxième trimestre. Donc, plutôt une très bonne collecte dans le deuxième trimestre. Ok, alors maintenant, je voudrais qu'on aborde le sujet des valeurs de part. Le sujet des valeurs de part, pourquoi ? Parce qu'on a pas mal de questions, là-dessus, donc je vais en grouper quelques-unes. On a Philippe Georges qui nous dit « Nous assistons à un effondrement boursier des valeurs des actions foncières comme par exemple Unibail. Je vous remercie de nous rassurer concernant la tenue des valeurs de nos SCPI dans ce contexte. » On en avait une autre, il faut que je la retrouve. Bonjour, suite au Covid, nous voyons que Paris se vide. Les Parisiens quittent leur appartement pour vivre en campagne. Je m'inquiète pour mes SCPI. Est-ce que je pourrais perdre mon capital investi dans mes SCPI épargne foncière ? Bonjour, est-ce qu'il faut redouter une baisse du prix de la part d'épargne foncière ou une baisse des loyers comme sur le trimestre passé ? Donc pour les loyers, on a vu que le taux de recouvrement était en train de s'améliorer. Les distributions d'ailleurs, elles vont reconverger vers une situation normale ? Le but effectivement au deuxième semestre, c'est de réatteindre un niveau habituel et au quatrième trimestre, en fonction de ce qu'on aura récupéré du deuxième trimestre, d'ajuster si possible un peu à la hausse la distribution de l'année. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on répond ? Alors, on a quelqu'un qui s'inquiète de l'immobilier en bourse qui se comporte pas bien. On a des gens qui disent Paris se vide. Donc, si on est investi à Paris, on nous a dit qu'épargne foncière tout à l'heure, il y avait beaucoup de paris. Donc, la valeur va se dégrader. En pratique, déjà, est-ce que la SCPI, parce qu'on va prendre des éléments, on va faire de la pédagogie si vous voulez bien. Unibail, donc société foncière cotée, est-ce qu'une société foncière cotée et une SCPI, ça fonctionne de la même façon ? Pas tout à fait. Alors, première chose, il y a la partie comparable, c'est que les deux vont avoir le métier d'acheter des locaux dans le but de les louer et parfois de les vendre pour dégager une plus-value, ce qui est plus fréquent en foncière que dans une SCPI, qui est une part plus importante. Une foncière est généralement nettement plus endettée qu'une SCPI. Une SCPI a généralement un taux d'endettement entre 15 et 20%, c'est à peu près la moyenne. Une foncière plutôt autour de 40-50% d'endettement. Donc là, ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire que les effets d'amplification des phénomènes, parce qu'on appelle l'effet de levier, est plus important dans une foncière que dans une SCPI. Dernier point, la liquidité des actions d'une foncière repose sur un marché boursier,
avec toute la volatilité. Donc on continue, ça s'achète et ça s'achète en continu, comprend avec des des heures différentes de la variations qui sont très importantes à l'intérieur d'une journée, à l'intérieur d'un mois, etc. Alors que la valorisation, le marché des parts d'une SCPI s'anime sur un prix de part qui est déterminé et qui est directement connecté à la valeur d'expertise des immeubles. Directement connecté ne veut pas dire exactement la même chose elle en découle par un petit mécanisme, mais globalement, il faut retenir qu'elle est rattachée à la valeur des immeubles, donc avec des amplitudes de variation qui sont bien moins fortes. Voilà pour les principales différences. Donc, c'est pas parce que le cours d'une iBuy ou de n'importe quelle foncière fait des montagnes russes en ce moment que le fatum des SCPI est de suivre le même chemin. Voilà. Donc là, il faut vraiment garder raison sur le sujet. Ok. Deuxième, on continue, on va sur ce chapitre-là. Qu'est-ce qu'on dit à ce monsieur qui nous dit Paris se vide ce matin à 5h, Paris s'est éveillé, mais Paris se vide, les gens partent vivre à la campagne. Ça peut impacter les associés qui nous écoutent ou pas? Alors, je pense que monsieur parlait surtout de résidentiel. Là, sur épargne foncière, on est sur l'immobilier d'entreprise. Sur l'immobilier d'entreprise, je pense qu'on est au contraire en train de constater depuis plusieurs années, et c'est une de nos thématiques d'investissement, plutôt une métropolisation, c'est-à-dire un regroupement des entreprises sur les endroits les mieux connectés en matière de transport. Et c'est un mouvement qui n'est pas du tout le même que sur du résidentiel. Voilà, mouvement résidentiel qui reste à confirmer d'ailleurs. Bon. J'ajouterais que plus le mouvement d'étalement de la population les gens habiteront loin, plus l'accès au centre, aller travailler au centre, c'est-à-dire que ce seront la proximité des grands nœuds de transport qui vont créer de la valeur pour les immeubles de bureaux. Parce que plus les gens habitent de façon, on va dire, étalée autour des grandes villes, plus ils vont, plus le fait d'avoir des immeubles au centre va optimiser le déplacement de toutes les personnes. Parfait. Je reviens quand même à la question de nos associés qui s'interrogent. Pour l'instant, on a dit attention, il ne faut pas confondre une SCPI avec une foncière. Attention, la SCPI dont on est en train de parler, c'est de l'immobilier entreprise, ce n'est pas de l'immobilier d'habitation. Je rappelle que la question d'origine était quid de l'impact d'une éventuelle baisse des parts. Donc vous nous avez dit, Marc, que la valeur d'une SCPI, c'était dépendant partiellement des valeurs d'expertise. Est-ce que quand les loyers baissent, les expertises baissent? Oui, non, dans quelle ampleur? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans vos expertises et comment vous voyez les choses? Alors, la valeur d'expertise, si on schématise à l'extrême, encore une fois, je simplifie, mais c'est un calcul qui résulte d'un loyer divisé par un taux de rendement exigé par le marché. C'est à peu près, encore une fois, je me ferais presque crucifier de faire une telle simplification, mais je pense qu'au moins elle est claire. Donc il y a deux grands paramètres que sont, un, le loyer, deux, le taux de rendement. Le loyer, ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut anticiper rationnellement que soit via l'indexation, soit avec des difficultés du marché locatif, on va avoir des loyers des loyers futurs qui sont sous pression. D'où également notre obsession de pouvoir allonger la sécurité locative, la durée du bail pour optimiser ce niveau de loyer futur. Et d'où votre obsession aussi de ne pas utiliser le report à nouveau tout de suite pour... Alors ça, je le pousse un tout petit peu sur le côté, mais ça fait partie effectivement de notre équation globale. Mais pour la valeur des immeubles, donc on a un paramètre qui est un peu sous pression, qui est le niveau de loyer. De l'autre côté, et là on l'a également évoqué rapidement tout à l'heure, je dirais en dénominateur du calcul, on a le niveau des taux. Eh bien, le niveau des taux, la grande nouveauté, c'est finalement on a passé tout 2019 à se demander quand est-ce que les taux monteraient. Et puis la crise du Covid, là je pense que l'horizon a été éclairci sur le sujet. Les taux d'intérêt, les taux de placement financier vont rester durablement à un niveau très bas et négatif même pour les dettes souveraines. Donc en fait on a un facteur de soutien des valeurs dans le fait que les taux, l'horizon de taux va rester très très bas dans le futur. Au final, on anticipe une résultante qui va être très légèrement négative au niveau des portefeuilles. On pense qu'on sera au-dehors de moins 1, moins 2% sur la valeur des immeubles. Alors, est-ce que ça va se répercuter sur ma valeur de part? Voilà, très précisément. Je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y a des marges?
Oui, dans le mécanisme de fixation du prix de part, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a effectivement des marges de manœuvre. Et tant que les valeurs, c'est ce que nous anticipons, sont dans des variations très mesurées de la valeur des immeubles, nous n'avons ni obligation, ni intérêt, je dirais ça n'a pas forcément de sens pour nous que de le répercuter dans la valeur de la part. Donc au meilleur de notre vision aujourd'hui, je suis très prudent parce qu'on n'a pas encore les expertises, parce que quelque part je suis en train de vraiment d'anticiper, mais au meilleur de notre connaissance aujourd'hui, nous ne voyons pas ni l'obligation, ni de nécessité, ni d'intérêt global à faire varier le prix de part. J'ai bien dit faire varier, ça veut dire bien entendu que nous n'anticipons pas non plus, qu'on n'anticipera pas de hausse en fin d'année du prix de part. Ok, j'entends ce que vous êtes en train de me dire, je veux dire de manière financière, c'est-à-dire des loyers sur lesquels il peut y avoir des tensions, des taux d'intérêt qui restent bas, ce qui est un élément positif sur le sujet. Je voudrais qu'on s'arrête. Je vais vous poser la question à vous, Marc-Olivier, mais on va débattre là-dessus, parce que si on sort de la simple finance, on n'est pas associé d'une SCPI pour 15 jours. On est associé d'une SCPI en essayant de voir loin et en essayant de voir comment les choses vont se passer. Il y a un débat qui existe aujourd'hui avec cette crise du Covid, c'est le télétravail. C'est l'impact du télétravail sur l'immobilier d'entreprise et sur le fait que finalement les entreprises se disent que les gens travaillent chez eux, ça sera bien mieux comme ça, et en plus j'aurai besoin de louer moins de mètres carrés et donc ça me coûtera moins cher. Quelle est votre perception sur ce que peut changer la crise en termes d'usage des locaux, en termes de surface nécessaire, etc. Marc-Olivier, votre sentiment? Alors, d'abord dire que le télétravail préexistait à la crise sanitaire qu'on vient de traverser. C'est vrai que le télétravail était poussé sur le devant de la scène, puisque presque tous autant qu'on est, en tout cas quand on travaille dans des bureaux, on a nécessairement commencé à travailler en télétravail sur ces derniers mois. Après, on est dans le domaine de l'anticipation. Aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises sont sous pression en termes de résultats. Leur loyer est un poste de charge significatif. Il est assez logique qu'elles s'interrogent sur l'utilisation de leur mètre carré. Après, ce qu'on a expérimenté aussi de façon tout à fait opérationnelle, c'est que autant pour certains travaux, être chez soi peut convenir, mais là aussi on a tous des situations assez différentes suivant qu'on a un appartement plus ou moins grand, des enfants plus ou moins en bas âge. Mais on a aussi constaté que pour tout ce qui est travail de création, travail d'échange entre les collaborateurs, le télétravail c'est pas si idéal que ça. Donc voilà, aujourd'hui on est dans le moment où il y a des forces, on va dire au contraire, qui sont débattues. Je pense qu'évidemment le télétravail continuera, sera peut-être un peu plus généralisé que précédemment. Je pense aussi qu'il y aura sans doute beaucoup d'organisations d'entreprises qui seront hybrides, avec 1-2 jours de télétravail pour certains collaborateurs, et puis que les bureaux vont évoluer. Ok, juste le télétravail, vous le voyez se faire à la maison, ou finalement il va falloir créer, si on prend la région parisienne en deuxième, en troisième couronne, des espaces où les entreprises loueront des espaces pour leurs collaborateurs qui seront proches de chez eux et qui feront du télétravail à distance sans être à leur domicile. Vous voyez les choses comment? Je pense qu'il y aura sans doute un peu de tout. Il y aura nécessairement un siège pour l'entreprise qui perdurera, qui permettra que ce sera un lieu hyper connecté où se retrouveront les collaborateurs pour travailler ensemble. Ça, c'est clair. Peut-être quelques jours de télétravail chez soi. Et c'est vrai qu'entre les deux, il y a une flexibilité sûrement à apporter aux entreprises entre le bail, je dirais, traditionnel, qu'on appelle 369, parce que c'est les durées en année, et puis un format, on va dire, qui soit plus court, plus flexible, avec des postes de travail, etc. Donc ça, on y travaille activement avec Thierry. Thierry, le sujet de la flexibilité, vous voyez les relations évoluer avec les locataires. Avant, il y avait un bail 369 et on n'en parlait plus. Aujourd'hui, les locataires demandent beaucoup plus de flexibilité. Oui, aujourd'hui, le mot flexibilité revient dans beaucoup de conversations. C'est flexibilité dans l'usage des locaux. Ce qu'on appelle les grands open space de plusieurs centaines de mètres carrés où on avait regroupé un maximum de personnes. Je pense que ça, c'est une période qui est probablement derrière nous. Il va falloir qu'on repense les espaces de manière moins dense et plus flexible.
Donc il y a de la flexibilité dans l'usage des bureaux, qui ne veut pas dire forcément moins de mètres carrés à la sortie, peut-être un peu moins, mais pas tant que ça, puisqu'on va recréer des espaces individuels et hybrides. Et ensuite, flexibilité dans le bail. Oui, les locataires nous demandent, parce qu'ils ont quand même des problèmes de visibilité sur l'avenir. Et donc avoir un bail de 9 ans ferme, comme on aimait le signer auparavant, on en signe toujours. Ça reste toujours l'axe, la discussion est un point important dans la discussion avec nos locataires, mais on voit que c'est un peu de flexibilité, mais pas sur tout l'immeuble, une partie de l'immeuble simplement. Sur un immeuble de 5 étages, par exemple, on peut imaginer où le locataire aura un bail long sur 4 étages et un bail court ou flexible sur un seul des étages. Marc Bertrand, est-ce que cette flexibilité ne risque pas, mais de dénaturer un peu le produit SCPI? Parce que la force, finalement, le bail 9 ans, c'est plutôt bien pour l'associé. Parce qu'on se dit, on a un bail, on a une visibilité sur le loyer, le montant du loyer, son indexation, et donc sur les revenus. Est-ce que du coup, on risque pas d'avoir des revenus plus volatiles sur les SCPI? Je ne pense pas, parce que, on parlait tout à l'heure de la différence entre les foncières et les SCPI. Quelque chose qui est à noter, c'est qu'une SCPI, la régularité de ses revenus repose plus sur la diversité et la mutualisation qui en découle du nombre de baux, plutôt que sur la durée longue et individuelle de chacun des baux. Donc c'est déjà l'ADN de la gestion d'une SCPI que d'avoir beaucoup de baux, fût-il de durée plus courte. Donc, juste, ça veut dire qu'il y a une prime à la taille? Il y a une forme de prime à la taille, puisque quand vous augmentez la diversification et la mutualisation, vous avez c'est la loi des grands nombres qui joue, hein, ça se calcule, vous avez une meilleure mutualisation du risque locatif et une meilleure régularité de la rente. Mais encore une fois, il y a deux moyens de le faire. Méthode foncière, c'est plutôt des très gros immeubles avec des très gros locataires et des baux très longs, mais avec peu de nombre. Et une SCPI, c'est plutôt des baux de durée moyenne plus courte, mais avec une diversité et un nombre de locataires qui fait que le loyer est régulier parce qu'il repose sur beaucoup de locataires différents. Parfait. Il est 12h06. On va attaquer maintenant notre dossier du jour, la fusion. Donc, j'ai lu en lisant les lettres d'information que vous réfléchissiez à une fusion de nos 4 SCPI. Question, pourquoi? Alors c'est une réflexion effectivement qu'on mène avec les 4 conseils de surveillance des SCPI. On a effectivement eu cette analyse d'avoir des véhicules qui sont relativement proches, on le disait en introduction, en termes de composition, en termes de patrimoine et de philosophie. Juste, pourquoi avoir des produits relativement proches mais qui ont des noms différents? Alors, c'est beaucoup d'explications se trouvent dans l'historique, et on avait historiquement beaucoup de réseaux de commercialisation qui avaient chacun leur SCPI. Voilà, donc on a cette situation principalement pour des raisons de distribution historique de ces produits. D'accord, donc on a des produits qui ont convergé. Si on regarde les taux de rendement, les taux de distribution... C'est très proche. Les 4 SCPI dont on parle évoluent de mémoire entre 4,30 et 4,40% sur la valeur de part hors Covid. Donc on est vraiment sur des véhicules qui sont très similaires. Juste, la taille. La logique, c'est quoi? Comme toute manière, en pareille situation, parce que le phénomène de fusion de SCPI est quand même quelque chose qui existe fréquemment sur la place. C'est la plus grosse qu'absorbe? Alors c'est la plus grosse qu'absorbe traditionnellement, effectivement, pour des problématiques bien comprises de léger frottement de droit, etc. Donc il y a intérêt toujours à ce que ce soit la plus grosse SCPI qui absorbe. J'ajouterais juste qu'effectivement, la dynamique aussi de collecte d'une épargne foncière justifie aussi qu'elle soit l'absorbante. Voilà. Ok. Si je fais la somme des 4, la SCPI après fusion pèsera combien? Alors, avec les capitalisations actuelles, on serait sur un véhicule qui ferait 4 milliards ou quelque chose comme ça de capitalisation. Alors 4 milliards juste on essaie de se rappeler les chiffres. En France, les SCPI, ça pèse 68 milliards à peu près. 68 milliards. Donc ça ferait à peu près une SCPI qui ferait 6%. Si possible, 7% du marché. 6, donc ça fait un mastodonte. C'est dans le tiers de cette tête des SCPI.
Voilà. C'est dans le tiers. Donc la logique, c'est quoi? C'est véritablement de se dire que parce que cette crise, on l'a vu avec les commerces, qui sont des petits trucs. On a besoin d'aller chercher des investissements plus gros, d'avoir des entreprises, des plus grandes entreprises que des PME. Alors, il y a des raisons de distribution, c'est-à-dire que l'on voit, ce qu'a signalé Marc-Olivier tout à l'heure, on voit que la collecte se concentre soit sur des véhicules diversifiés de grande taille, c'est ça qu'on cherche les investisseurs, soit sur des SCPI spécialisés en termes de thématiques d'investissement. Du genre? Du genre, on l'a signalé tout à l'heure, du genre Europinmo qui est investi 100% en Europe, ou alors Grand Paris Patrimoine qui est du bureau francilien à 100%. Voilà, avec des SCPI, avec des thématiques très identifiées. Mais pour le cœur de la location, encore aujourd'hui, se fait sur des SCPI diversifiés de grande taille où les épargnants ont tendance à venir plutôt sur des véhicules qui gèrent elles-mêmes la répartition entre les différents secteurs d'activité et font confiance aux gérants pour le faire, mais ils recherchent la mutualisation des risques et donc plutôt des SCPI de grande taille. Je rajouterais que d'un point de vue immobilier, on l'a rapidement abordé tout à l'heure, l'exigence de flexibilité des locataires, mais aussi de services, fait qu'on a tendance à rechercher et à privilégier des investissements dans des bureaux qui soient, dans des immeubles de bureaux qui soient de grande taille. Pourquoi? Parce que développer ces stratégies de services aux locataires ne trouve pas de modèle économique dans des immeubles de trop petite taille. Donc on cherche des immeubles centraux, de grande taille, dans lesquels on puisse faire vivre un parc locatif avec plusieurs locataires. D'accord. Ça veut dire quand même, quand vous me dites ça, ça veut dire que quelque part, vous allez à l'avenir autant vendre du service que de louer des murs? Ça, c'est une tendance lourde, c'est-à-dire que louer des mètres carrés nus pour des durées de 3, 6 ou 9 ans en ne s'occupant pas, je dirais presque du locataire, je caricature encore une fois à l'extrême, hein, en ne s'occupant pas de la vie du locataire, c'est quelque chose qui est une vision qui est dépassée aujourd'hui. Le locataire, nous sommes en tant que bailleurs, fournisseurs d'un bien intermédiaire et d'un service qui s'appelle un espace de travail. L'outil de travail principal des entreprises de service, c'est les bureaux. Et nous sommes fournisseurs de bureaux. Ça commence par les surfaces, mais ça se prolonge par la connectivité, le mobilier, pourquoi pas. Et plus on ira dans le service, plus on fera du clé en main, plus on se rapproche de la demande des locataires. Est-ce qu'une grosse SCPI, ça a des avantages en termes de liquidité, Marc-Olivier? Indéniablement sur le marché aujourd'hui, quand elle est effectivement très mutualisée, très visible, ça a un intérêt. On vient de le voir dans la période qu'on a traversée. Ces gros véhicules très visibles, je dirais, drainent principalement l'épargne aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer en pratique? Vous nous avez dit qu'il y avait une réflexion, donc qui est dans la boucle? La société de gestion, les conseils de surveillance des SCPI? Exactement. Les conseils de surveillance de SCPI sont impliqués dans les réflexions. On a bien sûr des réunions trimestrielles avec les conseils de surveillance, mais on ajoute à ça des ateliers autour du point particulier de la fusion et on évoque l'ensemble des points, qu'ils soient immobiliers, commerciaux, fiscaux, et on descend dans le détail de la fusion et en préparation. Alors, j'imagine que vous n'avez pas toutes les informations pour moi, mais on va quand même essayer de rentrer un tout petit peu dans le détail de la fusion. Déjà, comment on définit les parités? Parce que, grosso modo, moi, si je suis dans l'une des trois qui va être fusionnée, on va me dire, Jean-François, tu es porteur chez Multimo 2 sur Eurofoncière 2 ou sur Pierre Privilège. On va t'échanger tes parts contre des parts d'épargne foncière. C'est exactement ça. En pratique. Alors, si j'ai une part de chacune, comment on va déterminer combien on va me donner de parts d'épargne foncière? Effectivement, une fusion, c'est pour les sociétés absorbées. Alors ça ne change rien pour l'absorbante. Vous aviez des parts d'épargne foncière, vous gardez vos parts d'épargne foncière. Pour les sociétés absorbées... Enfin, ça ne change rien. Juste, si je peux me permettre, le patrimoine le véhicule va évoluer. sera un peu différent. Le porteur de parts, il a le même nombre de parts qui valent le même prix. C'était le sens de mon propos. Pour les sociétés qui sont absorbées, là, on va remplacer les parts de Multimobilier 2, les parts d'Eurofoncière 2 ou de Pierre Privilège par des parts d'épargne foncière. Et donc, le mécanisme qui est derrière, ce qu'on appelle une parité de fusion. Et donc, ça va être un calcul relatif des valeurs des différentes
des différentes sociétés qui va être analysé, qui va déterminer combien de parts d'épargne foncière pour une part de pierre privilège. Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué que le fait que je regarde les valeurs de parts qu'il y a sur le site et de dire, voilà, la part elle va le temps, donc la parité, ça sera ça? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Une parité de fusion, schématiquement, on prend en considération la valeur du patrimoine, donc c'est un petit peu ce que vous pouvez regarder sur nos sites, mais aussi le rendement comparé des différentes SCPI entre elles, cette année, l'année prochaine. Et donc c'est une combinaison de ces deux facteurs qui va déterminer la parité de fusion, avec bien sûr le commissaire aux comptes des SCPI qui intervient. Ok, question pratique. Est-ce que dans une fusion, quand on va me faire l'opération, on va me donner des anciennes parts contre d'épargne foncière, est-ce que je vais devoir payer des impôts? Alors, il n'y a pas d'impôt directement à payer du fait de la fusion. Il y a quelques impôts et quelques droits qui sont activés par le mécanisme de fusion, mais ils ne sont pas du tout à l'échelle de l'opération en général. Et il n'y a pas d'imposition supplémentaire pour le porteur de parts au titre de la fusion. Ok, tout à l'heure, vous m'avez dit que les taux de distribution de ces SCPI étaient très proches, que les patrimoines étaient très proches, avec des SCPI qui étaient diversifiés, avec un peu moins de 80% de bureaux et environ un peu moins de 20% de commerce. Et puis on avait parlé du sujet de l'Allemagne, 10%, vous m'aviez répondu sur 3 d'entre elles, 20% sur une. On a une question, est-ce que la fusion conduira à plus d'Europe dans la nouvelle SCPI? Alors, c'est un sujet effectivement qui est en discussion avec les différents conseils de surveillance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les débats qui ont cours aujourd'hui conduisent à sans doute effectivement aller un peu plus loin sur l'exposition européenne qui donne de bons résultats. La parité, donc si ce n'est pas 1 pour 1, ça va se passer comment? On va me donner des virgules ou on va me donner de l'argent pour compenser? Alors on vous donnera un nombre de parts entier et puis il y a ce qu'on appelle le rompu, qui est ce qui est après la virgule. Et soit vous rachèterez le complément pour avoir une part de plus, soit on remboursera ce qui est après la virgule. Marc, quand est-ce qu'on arrive pour des raisons pratiques? On voit bien, ça les CPI, on a cette histoire de part. Donc, si la part, elle vaut 472, et si j'ai envie de passer 482, je peux pas, ça ne correspond pas. Quand est-ce qu'on résout ce problème? Alors pas juste au niveau des rompus, parce que c'est un vrai sujet sur lequel on travaille activement. En fait, c'est de parvenir par un mécanisme ou par un autre à ce qui se pratique tous les jours dans les contrats d'assurance, c'est-à-dire au versement en montant et non pas en nombre entier de parts. Donc ça, c'est une vraie modernisation du mécanisme des SCPI. On travaille très activement sur le sujet et on pense être opérationnel pour pouvoir proposer un versement en montant et non pas en nombre unitaire de parts dès le mois de janvier. Ça pourra se faire pour les associés nouveaux sur les nouvelles souscriptions, mais pourra être proposé éventuellement à des associés qui sont à l'intérieur du véhicule de réinvestir de manière régulière des revenus s'ils le souhaitent. Attention, ce n'est pas une obligation, ce sera une possibilité. Ok. Il est quelle heure? Il est l'heure bientôt. Oui, il est l'heure. Est-ce que je prends... oh là là, je dis... il y a une question quand même pour vous challenger un peu. Sur le thème du timing, comment on gère ce timing de fusion dans un environnement Covid où on peut s'interroger sur les expertises et sur les valeurs d'immeubles? Est-ce que vous voyez un problème là ou pas? Non, on ne voit pas de problème particulier, c'est-à-dire que on va faire des revues croisées pour s'assurer, nous, société de gestion, mais également ça fera partie des diligences du commissaire à la fusion, donc on va bien contrôler que l'exercice soit équitable dans l'évaluation et qu'il n'y ait pas de distorsion entre deux experts sur l'approche de la valorisation du patrimoine. Ça, c'est central. Après, sur la question... Donc ça, juste parce qu'on a une question qui tombe en disant, y aura-t-il des gens qui seront lésés dans la fusion? La logique des parités, de l'expert et du contrôle de tout ça, c'est de faire en sorte que personne ne soit lésé. Ah non, c'est-à-dire justement, on multiplie les points de vue, alors que ce soit au travers des méthodes que l'on emploie, on travaille, Marc-Olivier l'a souligné, c'est important, on travaille avec les commissaires à la fusion, commissaires au compte statuant en commissaire à la fusion, on travaille également avec les conseils de surveillance, avec des ateliers spécifiques, et le tout converge, et il n'y en a qu'un seul but, c'est de s'assurer qu'on fait les choses équitablement entre les différentes SCPI, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a
pas d'impact. Hein. Ça veut dire qu'on se retrouve quand même avec une part de SCPI qui n'est pas celle de départ. Donc on change les choses, mais on s'assure et on prend toutes les dispositions pour que les choses soient faites équitablement et de manière transparente. Ok, merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Donc les miennes, je présente toutes mes excuses parce que je n'ai pas pu toutes les traiter, mais sur le fond, les idées, tout le monde doit avoir eu sa réponse aux questions qui ont été posées, même si je n'ai pas repris exactement les mêmes formulations. Je présente toutes mes excuses à la dame qui a posé la question sur Paris et qui m'a fait savoir que ce n'était pas un monsieur qui avait posé la question, mais que c'était une dame. Mais je présente toutes mes excuses. Le plateau était tellement masculin que je ne l'avais pas envisagé. Merci à vous. Marc, un mot de conclusion. Mot de remerciement pour avoir eu l'idée d'organiser cette réunion des environnements parce qu'il y avait pas mal de sujets. Et une situation atypique et particulière pour vous, parce que vous voyez souvent les associés, et c'est aujourd'hui votre dernière réunion avec les associés, puisque vous partez vers d'autres cieux. Oui, j'ai choisi de partir sur d'autres cieux. Alors la maison est en de bonnes mains, rassurez-vous, avec, vous le voyez, une équipe qui est en place, un remplaçant pour moi qui arrive pas plus tard que lundi prochain. Un petit pincement au cœur, parce que ça fait quand même 22 ans que je suis à la Française et que je participe, que j'anime les assemblées générales progressivement. Donc petit pincement d'abord du fait de s'en aller et petite frustration de ne pas avoir pu dire au revoir directement aux gens comme à chacune des assemblées avec des associés dont je remercie de la confiance, de la fidélité qui nous témoignent chaque année. Voilà, que vous dire, voilà, c'est... Vous croyez encore au SCPI ? Oui, j'y suis investi à titre personnel et j'en suis très content. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Toutes nos excuses à nouveau pour le petit retard à l'allumage. Et vous pouvez revoir cette émission en replay. Salut à tous.